dans l'ADN de Faber Novel et dans la continuité de ce qu'on fait, de publier des études qui décryptent le potentiel d'une technologie qui nous paraît intéressante à ceux qui demain seront amenés à s'en servir. Et donc, pour le bien de cette étude, on s'est associé avec Atka, que Gabriel représente, et qui est spécialisé en développement de projets crypto-monnaies. Et la seconde raison, c'est parce qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies, et on en a vraiment la conviction, peuvent être un instrument de relance assez intéressant en temps de crise. Et en particulier, on le verra dans la crise d'aujourd'hui. Et justement, aujourd'hui, ce qui nous paraît intéressant de noter, c'est que la crise économique à laquelle la Covid-19 nous a confrontés, contrairement à la crise de 2008, qui était, elle, une crise financière, dont les principaux perdants ont été les principales institutions financières de l'époque. On pense en particulier à Lehman Brothers. Mais aujourd'hui, cette crise économique, elle est différente dans le sens où elle touche directement l'économie réelle. Et en particulier, on commence à le constater ces dernières semaines, les restaurants, les petits commerces et donc les petits acteurs de la vie économique. Et ce qui nous a frappé ces derniers mois en regardant l'actualité et en particulier en nous intéressant aux annonces des différentes banques centrales, donc au-delà des volumes exceptionnels qui ont été annoncés, c'est le fait que finalement nos institutions, elles sont toujours laissées avec les mêmes outils pour répondre à des problèmes qui parfois sont complètement différents. Et en particulier, là, donc face à deux crises économiques majeures qui ont lieu ces 12 dernières années, on s'aperçoit que malgré leurs différences de nature, les outils sont les mêmes. Et ces outils-là, ils exposent les gens et les citoyens, donc nous, et les acteurs économiques, à des risques court terme et des risques un peu plus long terme. Ah. Oui, vous vouliez réagir? Bonjour. Bon, je continue, si vous avez une question, n'hésitez pas. Et justement, ces risques-là, on peut les catégoriser en trois parties. On a d'abord un risque d'exclusion d'une partie de la population. Si on s'intéresse en particulier, donc pour le bien de la démonstration, aux relief checks, qui sont donc des chèques, des virements d'environ 1 200 $ que le gouvernement américain a octroyé à l'ensemble des citoyens, donc pour sortir de la crise du Covid et relancer l'économie par la relance, par la consommation, pardon. On s'aperçoit donc qu'il y a premièrement un risque d'exclusion. Donc on a à peu près 9 millions d'Américains à faible revenu qui sont exclus de ce système parce qu'ils sont exclus du système bancaire. On a un risque d'évaporation de cette aide financière. On va revenir sur ce point un peu plus en détail. Et enfin, un risque un peu plus long terme, mais qui est inhérent à toute production monétaire dans notre système actuel, c'est un risque d'inflation. Et justement, aujourd'hui, on a le recul nécessaire grâce à plusieurs études qui ont été publiées, et notamment celle-ci que vous voyez à l'écran, qui a été produite par The Economist, qui a essayé d'analyser justement ce qui était advenu des de ces aides financières qu'a octroyé le gouvernement américain. Et le constat assez alarmant, c'est que jusqu'à 60 à 70% de cette aide, qui est autant d'argent qui a été imprimé, distribué par les banques centrales, a fini par s'évaporer complètement de l'économie et donc s'est complètement détourné de son intention première, qui était d'être dépensé dans l'économie réelle et donc finalement de pouvoir relancer les petits commerces, les restaurants qui avaient alors souffert de la première période, de la première vague de la maladie. Et finalement, donc, cet outil-là, il s'avère complètement inefficace puisque la majeure partie de cet argent a complètement disparu, faisant peser des risques d'inflation assez importants à moyen et long terme. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ce manque de confiance qu'on peut avoir dans les outils de nos institutions financières et dans nos institutions elles-mêmes, il est également ressenti par les acteurs eux-mêmes. On a cette citation du gouverneur de la Banque centrale indienne en 2016 qui parlait justement de ce risque d'évaporation de l'aide financière qui se caractérise et qui s'appelle l'hélicoptère money.
qui est très bien défini ici, et qui nous disait si quelqu'un accepte cet argent mais voit le gouverneur de la Banque centrale le jeter de l'hélicoptère comme s'il n'avait aucune valeur, bah forcément il va se dire ce type est fou, est-ce que le monde est devenu fou? Et justement, si on s'intéresse à certaines économies, c'est souvent les économies les plus fragiles dans lesquelles ce manque de confiance envers l'État et envers les institutions financières se fait le plus ressentir. On s'aperçoit que c'est directement la valeur de l'argent qui est en pâtit. Et c'est complètement ce risque inflationniste qui se caractérise assez bien par deux situations assez différentes. La première, donc les multiplicateurs que vous voyez s'afficher à l'écran, c'est le taux de change officiel sur le taux de change officieux. Donc le taux de change qui se pratique souvent au marché noir. Et ce multiplicateur, il indique en fait combien est-ce que les gens sont prêts à perdre de la valeur de leur épargne dans le but d'en sécuriser une partie. Et c'est particulièrement vrai dans des économies assez fragiles comme le Venezuela ou le Zimbabwe, où parfois les gens sont prêts à perdre jusqu'à 20 fois le montant de leur épargne pour espérer en sauver une partie, tellement le manque de confiance qu'ils ont dans leur monnaie locale et dans leurs institutions est important. Une deuxième situation assez ubuesque, assez cocasse, qui s'est produite l'année dernière au Venezuela, qui est un pays qui a vécu une crise économique assez forte avec une dévaluation assez rapide de la monnaie locale, donc le bolivar, qui a perdu jusqu'à 98% de sa valeur. Eh bien, les gens qui n'avaient plus confiance dans l'État ni dans les institutions financières qui établissaient le cours du bolivar, pour sauver une partie de leur argent, se sont réfugiés dans des jetons virtuels qu'on trouvait dans des jeux vidéo, et en particulier le jeu vidéo Warcraft, qui a la particularité d'être très utilisé et de compter une fanbase assez importante. Et finalement, de façon assez cocasse, on s'est rendu compte que le jeton de Warcraft avait finalement 7 fois plus de valeur que la monnaie locale vénézuélienne, et qu'il représentait une sécurité plus importante aux yeux des Vénézuéliens eux-mêmes. Et ce qui peut paraître assez lointain aujourd'hui, finalement n'est pas complètement irréalisable. Si on s'intéresse aux économies, aux sociétés occidentales, il y a deux phénomènes un peu différents, mais qui s'entremêlent et qui risquent de nous emmener dans des situations non pas similaires, mais inquiétantes. C'est d'un côté une perte de confiance qui se maintient et qui se confirme, qui est sans doute accélérée par les technologies, donc des populations envers leurs institutions, qu'elles soient politiques, médiatiques, financières. Jamais les institutions n'ont été aussi remises en question qu'aujourd'hui, et c'est malheureusement une dynamique qui a tendance à se confirmer dans la société, enfin dans les sociétés. Et puis de l'autre, une situation globalement internationale qui se détériore et qui conduit en des choix qui peut se traduire par des choix monétaires assez importants, comme par exemple le fait pour la Russie entre 2013 et 2018 de cesser de convertir ses réserves en dollars et de se tourner plutôt vers l'or. C'est ce qui fait craindre à la Deutsche Bank dans un rapport Imagine 30 que je vous conseille, qu'à terme, il est possible que l'inflation soit tellement ancrée dans notre système et que la confiance se détériore tellement que la Deutsche Bank donc, a des doutes sur la viabilité à long terme d'une monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire, c'est la monnaie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et en fait, ce qui est intéressant, et c'est ce pourquoi on a décidé de faire cette conférence aujourd'hui, c'est parce que face à ces constats qui peuvent paraître assez alarmistes, finalement, on a tout un écosystème d'initiatives low-tech qui apparaît pour essayer de contrer ces limites-là. Et ces initiatives low-tech, donc Iban en parlera très bien tout à l'heure, puisqu'il a participé au développement, il continue de participer au développement de Loshko aux Pays-Bas. Au Pays Basque, pardon. Finalement, aujourd'hui, il y a plus de 80 monnaies locales et complémentaires qui existent en France. Et c'est des monnaies qui ont la particularité, en tout cas l'objectif, de recentrer la monnaie et son utilisation, donc tout le système monétaire sur l'économie réelle, qui vont essayer de circonscrire l'usage de cette monnaie à un territoire,
et ce qui permet, in fine, en fermant l'écosystème, de multiplier, donc de densifier les flux monétaires entre les acteurs de cet écosystème, donc de recréer de la valeur à l'échelle locale, tout en s'assurant que cette monnaie et que ces acteurs sont protégés par les fluctuations monétaires par ailleurs ou les risques systémiques qui pourraient se produire par ailleurs. Et finalement, ces initiatives-là, qui existent donc depuis maintenant une dizaine d'années et qui continuent de se développer, elles s'avèrent être une réponse hyper intéressante en temps de crise, et notamment pour répondre à la crise économique qui est liée au Covid-19. Cette année, on a vu en mars une initiative super intéressante de la ville de Tours qui s'est alliée avec le site Petit Commerce et qui a imprimé des bons d'achat d'une valeur de 20, 50 ou 100 euros qu'elle a rendu disponibles aux citoyens, aux habitants de la ville de Tours, qui permettent de se procurer des produits qui viennent directement des petits commerçants et artisans de la ville de Tours en avance. Donc pendant la période de confinement, afin d'aider les commerçants à survivre à la crise, et en même temps, donc c'est un moyen de redistribuer de l'argent, donc une masse monétaire, vers des acteurs qui en ont particulièrement besoin. On pense aussi à des initiatives qui ont été permises par l'État et réalisées par les opérateurs de tickets restaurants pendant le confinement, avec l'augmentation des plafonds de dépenses. Finalement, c'est exactement la même chose. C'est permettre à une masse monétaire dormante d'aller, et de la diriger vers des acteurs qui en ont particulièrement besoin en facilitant les échanges. Et finalement, si ces initiatives, elles démontrent de l'impact et des résultats, et elles sont intéressantes dans l'idée, elles peinent finalement globalement à passer à l'échelle. On pourra revenir sur les détails de ces difficultés un petit peu plus tard, et notamment pendant la table ronde. Mais du coup, ça nous a fait nous demander et nous poser la question, finalement, qu'est-ce qui se passerait si on gardait ce principe-là fondateur de ces initiatives et qu'on l'amplifiait par la technologie? Est-ce que ça pourrait permettre de répondre à ces problèmes de scalabilité? Merci Abdou. Alors, est-ce que vous avez des questions à ce stade de la présentation ou est-ce qu'on continue? On va continuer. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, d'abord, pour prendre un peu de recul par rapport à la crise précédente, celle de 2008. Alors, comme a dit Abdou, donc, la crise de 2008, elle apparaît avec la chute de Lehman en septembre 2008. Et donc, il y a une concomitance avec la publication du livre blanc Bitcoin quelques semaines plus tard. Donc, en réalité, Bitcoin, ce n'est pas un modèle qui est apparu du jour au lendemain, c'est le fruit d'une quarantaine d'années d'expérimentation et de travaux de recherche. Et en revanche, face à la crise de confiance envers les institutions financières, le Bitcoin a été reçu par certains comme une réponse en mettant en avant certains thèmes clés comme la décentralisation, l'absence de tiers de confiance, le côté pair à pair et le côté programmable. Alors aujourd'hui, on est face à une crise qui touche plus les sphères financières, mais qui impacte et qui va impacter fortement l'économie réelle. Mais entre-temps, on va essayer de vous montrer qu'il y a tout un écosystème qui s'est développé autour des crypto-monnaies et des actifs numériques qui peuvent être un excellent moyen de relancer l'économie de manière à la fois directe et ciblée. Alors d'abord, en quoi Bitcoin et les actifs numériques en général ouvrent la voie à un changement de paradigme? Alors, il y a 4 propriétés communes à ces actifs numériques qui sont en fait des propriétés héritées de la blockchain sur lesquelles elles circulent. Donc, les 4 éléments, alors d'abord, numéro 1, c'est l'aspect programmable. Donc, pour la première fois de l'histoire, avec Bitcoin, la monnaie est programmable. Programmable peut s'entendre de différentes façons. C'est d'abord l'idée d'encapsuler dans le jeton numérique, dès sa conception, un certain nombre de propriétés. Par exemple, quelle quantité de monnaie sera mise en circulation, quel type d'acteur pourra utiliser cette monnaie, dans quel cadre. Donc, on peut restreindre l'usage à un cas d'usage donné. Donc, c'est l'idée de pouvoir avoir un actif pour un besoin. Deuxièmement, il y a la décentralisation, donc qui peut être plus ou moins importante selon les projets.
mais c'est l'idée d'avoir une sécurité garantie par la résilience du réseau, parce que c'est en gros le partage de l'état d'un réseau à travers plusieurs nœuds. C'est l'absence d'entités centralisatrices, donc aussi une protection des données. Et c'est aussi un moyen de, en quelque sorte, responsabiliser et dynamiser une communauté donnée en leur faisant part à la gouvernance, par exemple. Ensuite, il y a la transparence. Donc, c'est assez peu mis en avant quand on parle de crypto-monnaie, mais c'est l'idée de pouvoir tracer complètement un usage de bout en bout. Alors, pour Bitcoin, c'est pseudonyme, mais il est capable de voir un certain nombre de données qui sont disponibles, comme le, la distribution de la monnaie, l'utilisation, les transactions qui sont faites sur le réseau. Et donc, si on imagine des plans de relance en utilisant les actifs numériques, c'est aussi autant de KPIs et de moyens de mesurer l'impact d'un projet. Et enfin, le côté direct, qui est aussi très puissant, c'est de pouvoir distribuer directement à des entreprises et des particuliers euh, des actifs. Et il y a aussi le fait de pouvoir posséder absolument la monnaie et ne pas donner cette fonction à un tiers de confiance. Alors, ces quatre propriétés, elles ont été apportées par le Bitcoin, qui est à la fois la première blockchain et la première crypto-monnaie. Ensuite, il y a plusieurs générations de blockchain. Et donc, comme je l'ai dit, il y a tout un écosystème qui s'est développé. D'abord avec Ethereum, qui est la première plateforme de smart contract, en anglais, contrats intelligents, qui sont des protocoles informatiques qui sont autonomes et qui fonctionnent selon des conditions prédéfinies. Donc, il est possible d'aller plus loin dans le côté programmable de la monnaie. Et Ethereum, c'est également des standards, notamment pour déployer des actifs numériques avec quelques lignes de code et assez facilement. Et alors maintenant, il y a la troisième génération de blockchain qui permettent de répondre à certaines des limites des deux premières générations de blockchain, notamment en termes de scalabilité, de performance, d'interopérabilité. Abdou, quand tu as montré la carte avec les 80 monnaies locales, on pourrait imaginer un layer d'interopérabilité entre certaines de ces monnaies pour pouvoir les échanger plus facilement. Et enfin, un point qui est important, c'est l'expérience utilisateur et le fait que c'est un outil qui se démocratise de plus en plus, au sens où aujourd'hui, et alors, en tout cas, c'est de moins en moins le cas, on n'a plus besoin d'être un ingénieur qualifié comme au premier temps du Bitcoin pour pouvoir utiliser ces actifs. Euh, Par ailleurs, juste pour faire un focus sur l'écosystème français, alors Simon, président de l'ADAN, en parlera après, mais on a tout un écosystème qui s'est développé en France et qui permet de nombreux cas d'usage, y compris dans la vie réelle. Et alors, nous, ce qui nous réjouit aussi chez ADCA, c'est qu'on commence à voir un certain nombre d'acteurs dits traditionnels de se saisir du sujet. Alors, non pas seulement pour la blockchain, mais aussi de plus en plus pour les actifs numériques, même si on est encore au début de ce process. Donc, on a mis quelques exemples ici. Il peut y avoir des communautés comme la monnaie locale du Léman, des entreprises comme Ubisoft qui est assez active sur l'univers du gaming et de la blockchain, des associations comme la Croix-Rouge qui développent des projets de crypto-monnaie pour améliorer l'efficacité de ces plans de financement, et même des institutions publiques comme la Banque de France qui a lancé des expérimentations sur la création d'un nouvel euro numérique. Et donc, c'est plus seulement une industrie à part entière, mais c'est également un outil au service de cas d'usage qui peut être très divers. Ça peut être des cas d'usage de gouvernance décentralisée. Il y a tout un pan aujourd'hui, si vous suivez un peu l'actualité, autour de la finance décentralisée. Il y a le paiement, évidemment, et il y a plein de cas d'usage voilà, à découvrir et à créer. Donc, les outils sont là. Donc, on voulait faire enfin, on voulait montrer l'exemple de Celo. Donc, Celo, c'est à la fois une blockchain et c'est aussi un actif numérique donc, qui s'appelle le Celo Dollar. Donc, c'est une crypto-monnaie qui est adossée au dollar, ce qu'on appelle une stablecoin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, en l'occurrence, un des reproches qu'on fait aux crypto-monnaies, c'est que c'est
c'est des actifs qui sont très volatiles, qui favorisent la spéculation. Ici, il n'y a pas de spéculation possible puisque un CELO dollar est toujours égal à 1 dollar. Et ce CELO dollar, il permet d'être distribué sur des portefeuilles numériques, donc qui peuvent être des smartphones ou des Fairphones, et qui visent alors à la fois à combler un manque auprès des populations qui sont non bancarisées, mais également de combattre des cercles d'hyperinflation, comme en Argentine par exemple, où il y a une inflation galopante, notamment en 2019. Et donc, c'est une relance locale par la mise à disposition d'un outil qui est aujourd'hui plus stable que les monnaies locales. Et alors, par rapport à Celo, il y a une alliance qui s'est développée, que certains qualifieront d'anti-Libra, bon, au moins rival de Libra, on va dire. C'est l'Alliance pour la prospérité, donc, qui réunit une cinquantaine d'acteurs, notamment de l'écosystème crypto, et dont l'objectif est de garantir que le Celo dollar pourra être utilisé à grande échelle dans les régions qui en ont besoin. Donc, pour revenir sur notre sujet, et pour faire le lien avec la table ronde qui va suivre, on peut imaginer différents types de solutions. D'abord, ce qui est à noter, c'est qu'on a des outils technologiques, mais que la technologie, elle suit toujours une stratégie. Donc, c'est vraiment ce qui importe, c'est la façon dont on l'utilise, sachant qu'aujourd'hui, on a ces outils à disposition. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, je ne veux pas déflorer le débat qui va suivre, mais un nouvel actif pour soutenir l'activité des bars et restaurants qui sont, comme on sait, beaucoup impactés. On pourrait imaginer un regroupement, alors soit au niveau local, entre petits commerces, soit au niveau plus régional ou national, entre un certain nombre d'acteurs, pour créer un jeton numérique commun. Ce jeton, il pourrait être échangé facilement, il pourrait être distribué directement à des, à des, à des, à des utilisateurs potentiels, et donc il contiendrait une créance sur un certain nombre de services, comme en cas de restaurant, ça peut être un plat ou une boisson. On peut imaginer un système de discount pour inciter les gens à acquérir cet actif. Et au niveau de la relance, on pourrait imaginer, alors de la même manière qu'on l'a fait avec les tickets restaurants en augmentant le plafond, on pourrait imaginer qu'on crée un actif pour diriger la relance vers certains pans de l'activité qui ont été fortement impactés, en créant un nouvel actif numérique ciblé qui serait uniquement dépensable dans un certain nombre d'établissements. Merci beaucoup, Gabriel. Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation, sur les différents exemples qu'on vous a présentés, peut-être sur ces exemples un peu plus prospectifs qu'on imagine? N'hésitez pas, avant qu'on passe du coup sur la deuxième partie de notre événement et la table ronde. Vous pouvez poser vos questions soit dans le chat ou soit en vous démutant. Vous avez la possibilité de le faire vous-même. N'hésitez pas. C'était clair. Je vous propose de... Ah, on a une question d'Ingrid. Le Bitcoin a-t-il connu une explosion en Argentine? Alors, ce qui est intéressant sur le Bitcoin, c'est qu'il est utilisé dans un certain nombre de pays en Amérique latine comme une façon de pouvoir faire des remittances. C'est-à-dire qu'on a vu, il y a des sites qui s'appellent par exemple Local Bitcoin, qui sont des sites locaux dans certains pays. Et donc, le Bitcoin peut être, quand il y a un contrôle d'échange par exemple, il peut être acheté il peut être acheté comme étant un intermédiaire pour passer d'une monnaie A à une monnaie B. Il y a eu également, on voit, d'augmentation des volumes dans certaines zones. Je pense au Venezuela, par exemple, au moment de la dévaluation, de la chute du cours de la monnaie. Je crois en Argentine également. Et ça peut être aussi lié à des événements politiques. À Hong Kong, on a vu une explosion de la demande locale au moment de la crise politique avec la Chine, c'était fin 2019. Donc, effectivement, il y a une demande qui est dans des zones comme l'Argentine, mais c'est propulsé au niveau mondial. Et sinon, pour apporter peut-être un deuxième élément de réponse, oui, le Bitcoin est souvent vu comme une option de thésaurisation, de placement
qui sortent de l'économie réelle et de ses fluctuations. Et donc, il est souvent utilisé en temps de crise ou en temps de crainte ou d'incertitude face à l'avenir, un peu comme l'or peut l'être par moment. Mais c'est absolument pas l'usage qu'on défend des crypto-monnaies. Donc, c'est-à-dire que même si effectivement aujourd'hui, le Bitcoin est principalement utilisé à des fins de thésaurisation, de spéculation ou pour acquérir des biens ou des services dans les rares endroits qui sont autorisés et souvent critiqués. On pense vraiment, et c'était tout le discours de Gabriel sur les propriétés clés du Bitcoin, que derrière l'utilisation qui en est faite, qui peut s'expliquer par plein de raisons, notamment en particulier euh, à quel point il est accepté par les commerces de la vie réelle, on peut se baser sur les propriétés clés de cette technologie pour concevoir des outils qui permettent d'apporter des vraies réponses à des situations, à des difficultés de l'économie réelle dans l'économie réelle. Et c'est tout l'objet de la monnaie Cello qui a été présentée notamment en Argentine, et qui démontre bien qu'outre l'aspect spéculatif, la crypto-monnaie peut avoir un vrai sens dans un objectif de protection de l'économie ou de relance de l'économie. Et autre question d'Ingrid, pourquoi le Bitcoin ne peut-il pas s'imposer comme monnaie? Pourquoi besoin d'autres actifs locaux? Alors, aujourd'hui, le cas d'usage de Bitcoin, c'est la réserve de valeur. C'est-à-dire que on aime bien considérer le Bitcoin comme de l'or numérique parce qu'il y a des propriétés qui sont communes. Alors, pourquoi le Bitcoin ne s'impose pas comme une monnaie à l'échelle globale? Alors, même si vous avez peut-être vu dans les news que la news avec PayPal qui autorise la détention de Bitcoin et qui va ouvrir le paiement en Bitcoin sur pour un certain nombre de marchands. Mais aujourd'hui, il y a des enjeux qui sont liés au Bitcoin. L'idée derrière Bitcoin, ce n'était pas forcément d'être utilisé dans des échanges à grande échelle, parce qu'il y a un certain nombre de limitations, notamment sur la taille des blocs, sur le nombre de transactions qui peuvent être effectuées. Et donc, il y a aujourd'hui des projets qui sont un peu plus scalables en termes de paiement. Et par ailleurs, vous verrez qu'une explosion de la demande en Bitcoin qui fait qu'on peut imaginer qu'à terme, Bitcoin soit une forme d'étalon comme l'or l'a été, ou en tout cas ait un rôle à jouer dans dans de futurs échanges mondiaux. Et en tant que paiement, c'est un peu plus, il y a encore un peu de travail à faire. Voilà, donc pour résumer, juste, il y a ces deux raisons principales. Une raison, des limitations qu'on lui met, une raison des limitations réglementaires, des limitations, trois limitations du coup, des limitations technologiques, et c'est les problèmes de scalabilité que Gabriel vient d'évoquer, et enfin des limitations d'usage, parce que pour que la population mondiale se serve de Bitcoin, il faut que la population mondiale soit lettrée, soit connectée à Internet et accès à un ordinateur ou un smartphone. Et ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et du coup, si on regarde ne serait-ce que les cartes bleues, le temps que la carte bleue s'implante aussi massivement dans le monde, et encore, il y a plein d'endroits dans le monde où elle ne l'est pas, regardez la durée d'implantation, de démocratisation de la technologie et d'adoption des usages, c'est quand même des temps incompressibles à chaque fois. Et enfin, dernier élément de réponse, ça n'a jamais vraiment été le but. Les fondateurs du Bitcoin n'ont jamais voulu que ça devienne une monnaie unique qui remplace la monnaie fiduciaire. C'est arrivé à un moment où ça s'attaquait à un problème de confiance qu'on pouvait avoir dans les institutions. Et donc, ça a été vu assez rapidement comme un moyen en tout cas, on y a placé des espoirs assez importants, et notamment l'espoir de remplacer la monnaie fiduciaire, mais ça n'a jamais
Pour résumer globalement, je pense que le message principal à retenir, c'est que aujourd'hui, on fait face à une crise qui est différente des dernières crises qu'on a connues. La crise économique aujourd'hui, elle n'est pas financière. Elle touche directement les petits commerces et l'économie réelle, et elle pose de sérieux problèmes de cash flow en fait à ces acteurs-là. Qui se retrouvent dans l'incapacité d'exercer leur activité. D'un autre côté, le confinement bouleverse un peu les habitudes de consommation des individus, et les outils dont disposent nos institutions et nos gouvernements aujourd'hui ne permettent pas justement de rediriger la monnaie aussi efficacement qu'on peut le faire des initiatives locales comme le SCHO, justement là où la technologie peut être intéressante et là où les crypto-monnaies et les actifs numériques peuvent l'être. Ce n'est pas forcément dans ce fantasme de venir bouleverser un peu les institutions et s'imposer comme nouvelle monnaie ou comme nouvelle façon de faire. C'est justement en apportant peut-être un peu plus d'efficacité à des initiatives qui font déjà leurs preuves, comme le SCHO, comme la monnaie du lac Léman, hein, que Gabriel a mentionné tout à l'heure, que Iban a également mentionné. Donc en leur apportant plus d'efficacité qui leur permettront probablement de passer à l'échelle. Mais aussi dans d'autres cas, une monnaie privée qui serait dédiée à un usage assez spécifique, qui interviendrait dans des circonstances et dans des contextes assez particuliers, et qui viendrait parfois stabiliser des situations qui ne le sont pas, ou corriger certaines défaillances de notre système financier actuel dans des régions et dans des contextes très précis. Et je pense que la conviction qu'on a tous aujourd'hui, c'est celle-là, c'est que sans forcément être des outils de relance économique dans le sens le plus large du terme, en tout cas, on a la conviction que ça peut être des instruments dans des contextes particuliers, des situations très précises, assez utiles. Et donc, on ne croit pas forcément à l'avènement d'un actif numérique qui viendrait tout changer, mais de plusieurs actifs numériques, chacun conçu spécifiquement pour répondre à un usage et qui viendrait corriger certaines défaillances ou certaines instabilités de notre système dans des contextes très précis.